dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 37 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi, Ella. Papa, je t'aime. Maman, je t'aime. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Pour ce 37e épisode, je reçois Constance. Constance est maman de 4 filles, dont des triplettes. Elle et sa femme rêvent d'avoir des enfants. La perspective du mariage pour tous en 2012 les encourage à tenter l'aventure de la PMA. Ce sera en Belgique et c'est Constance qui portera. Le parcours est semé d'embûches, mais l'envie d'un 2e enfant arrive rapidement. Et là, c'est la plus grosse surprise de leur vie. Pour sa 2e grossesse, Constance n'arrive pas à y croire, elle est enceinte de triplettes. Passé le choc, Constance encaisse et décide de mener à terme cette grossesse à risque. Lorsque les triplettes naissent, Constance et Aude se débrouillent seules la plupart du temps et ne demandent pas ou peu d'aide. Constance garde cette peur au fond d'elle qu'on lui enlèvera ses enfants, alors elle préfère ne rien solliciter de l'État. Le postpartum devient alors encore une fois très compliqué. En France, sur 750 000 accouchements, seuls 156 ont été des naissances de triplés en 2018. C'est vous dire la rareté de ce qu'ont vécu Constance et Aude. Pour aider d'autres couples dans leur situation, Constance a créé un chouette podcast, Les enfants vont bien, que je vous recommande. Très bonne écoute. Merci Constance de me recevoir dans les bureaux de ta femme. Alors, tu es maman de 4 filles. Dont des triplettes. Voilà. Mais tu vas me raconter d'abord le parcours pour arriver à avoir 4 enfants, puisque vous êtes un couple homoparental. Ta plus grande a 7 ans, donc c'était avant le mariage pour tous. Exactement. Donc ça a dû être un sacré parcours. L'aventure. Tout à fait. Donc en fait, nous, Aude et moi, on s'est rencontrés il y a 20 ans cette année. Donc ça fait un petit bout de temps. On s'est mis ensemble un peu plus tard. Et au fur et à mesure du temps est venue l'idée de fonder une famille, ce qui n'était pas très simple à l'époque, vu que effectivement le mariage pour tous n'était pas voté. Et honnêtement, il y avait, c'était donc en 2011, il n'y avait pas encore beaucoup ou très peu de communication autour de la PMA. On savait qu'il fallait aller à l'étranger, mais on ne savait pas trop où, comment, ce qui se passait, combien ça coûtait surtout, parce que c'est quand même une part importante de l'équation. Et donc, à l'époque, je m'étais inscrite sur un forum. Ça existait plutôt pas mal à l'époque. C'était pas les réseaux, c'était les réseaux sociaux de l'époque. Exactement. Je m'étais inscrite sur un forum qui s'appelait Homo et Parents, je crois. Enfin bon, bref, je me souviens plus trop. Et je voyais des personnes que j'admirais clairement, parce que, qui menaient des parcours, mais qui nous expliquaient. Mais on avait vraiment l'impression que c'était l'aventure et qu'il fallait défricher le truc. Donc, on a fait le choix, nous, de partir sur la Belgique. C'est un choix purement personnel, déjà parce que j'ai des origines très proches qui sont belges. Je m'y retrouvais. Et puis parce que j'avais un vrai besoin de comprendre ce qui se passait dans le médical. L'autre option, c'était l'Espagne, et je ne parle pas un mot d'espagnol. Donc, à l'époque, j'avais aucune notion du fait qu'ils pouvaient parler français, que c'était vraiment hyper démocratisé finalement, parce que là-bas, le mariage était déjà légalisé et le fait d'avoir des enfants aussi. Donc, bon, pour nous, le choix s'est porté sur la Belgique, ce qui n'était pas simple vu la distance depuis Bordeaux.
Et du coup, on a contacté plusieurs cliniques belges et en parallèle, j'ai tout de même pris contact avec des cliniques espagnoles. Et c'est là où mon choix s'est vraiment décidé parce que sur les cliniques espagnoles, j'ai reçu des devis comme si je réparais ma voiture. Donc ça m'a paru être une relation hyper commerciale et vraiment, ça m'a freinée complètement. T'as reçu un devis pour fabriquer un enfant. C'est ça, exactement. Alors au moins, du coup, j'avais notion des tarifs. Ah oui. Au moins, je savais. Et t'as été surprise? Alors, relativement, enfin, je m'attendais à ce que ce soit cher, si on peut dire ça. On m'a envoyé des devis en m'expliquant que j'avais deux options, qui étaient soit l'insémination artificielle avec donneur, donc qu'on me proposait en première intention, vu que j'avais, enfin, ils ne savaient pas pour le coup, mais j'avais des soucis de potentiel de fertilité, mais que a priori, pour eux, ça passait. Et c'est combien, si tu peux donner Oui, alors en fait, à l'époque, je parle bien de 2011, on était à 1 500 € la tentative. Donc à chaque geste, c'était 1 500 €. Et ensuite, ils proposaient en deuxième intention un processus de FIV, toujours avec donneur. Et là, du coup, on était autour des 6 000 € par tentative. Donc on avait droit, entre guillemets, à 6 tentatives d'insémination artificielle, et si ça ne fonctionnait pas sur les 6 tentatives, on basculait d'office en FIV. J'ai donc contacté les cliniques belges en parallèle et je suis tombée sur une clinique à Bruxelles. Donc, évidemment, je me suis orientée sur ce qui était accessible en avion. Donc Bruxelles, où on m'a annoncé qu'il y avait un délai énorme. Alors pour le coup, il n'y avait pas ou peu de délais en Espagne, en tout cas pas les mêmes. Mais par contre, voilà, il y avait le tarif en face qui n'était pas le même. Donc Bruxelles m'a dit qu'il fallait que j'écrive une lettre. Donc j'ai l'impression d'être un peu à l'ancien temps, mais bon. Donc j'écrive une lettre d'intention et que suite à ça, ils me contacteraient pour me positionner à un rendez-vous. Et ils m'ont annoncé à ce moment-là un délai de 4 à 6 mois. Donc ça m'a paru complètement cohérent. Donc j'ai écrit la lettre. En l'occurrence, j'ai pris la plume, mais bon, bien évidemment, Aude était avec moi dans le processus, que j'ai envoyé, et au bout de 6 mois, pas de réponse. Comme je ne suis pas tout à fait du genre patiente, surtout pour ce genre de choses, je me suis surtout dit, si déjà j'arrive pas à avoir un rendez-vous en 6 mois, qu'est-ce que ça va donner pour le reste du processus? Donc je me suis dit, je vais les contacter. Au téléphone, ils m'ont annoncé qu'il y avait encore plus de délais qu'annoncé, donc on était à 6 mois de plus à peu près. Et de là, je me suis mise à regarder les autres cliniques. Et notamment, bêtement, j'ai regardé la liaison Ryanair qui nous amenait à Charleroi. Et j'ai regardé s'il y a une clinique à Charleroi, ce qui était le cas. J'ai contacté la clinique, incroyable mais vrai. Je suis tombée directement sur une secrétaire qui m'a dit qu'elle pouvait me donner un rendez-vous tout de suite. Donc on était en juin. Elle m'a donné un rendez-vous pour mi-août auquel je pouvais pas aller à ce moment-là. Donc je l'avais décalé à septembre de mémoire. Et comme j'avais des questions, elle m'a passé directement gynécologue. Et alors là, j'ai trouvé ça, c'est très belge au final, cette accessibilité. Ça m'a énormément rassurée et du coup, on a pris rendez-vous pour septembre. Ce qui me dérangeait sur le process belge, c'est qu'il y avait 2 rencontres obligatoires avec un psychologue. Et cette rencontre-là, moi, je la percevais comme un test pour voir si oui ou non on était capable d'élever ou pas un enfant. Et je ne voyais pas pourquoi on aurait à subir ce test, nous, juste sous prétexte qu'on est un couple homoparental, et pas les autres. Et au final, une fois qu'on a eu fait ces 2 entretiens avec la psychologue, on a compris que c'était pas du tout ça. En fait, c'est de l'accompagnement dans les questions qui pourraient se poser à l'avenir de la part de nos enfants sur ce processus. Et le gynécologue nous a expliqué qu'en fait, c'est un protocole qui est obligatoire en Belgique pour tous les couples qui ont accès à la PMA, donc à l'insémination artificielle avec donneur, parce que le avec donneur peut poser problème, notamment dans les couples hétérosexuels. Voilà. Donc ça t'a soulagée de te dire que, en fait, t'étais normal. Tout le monde était à la même enseigne. Et je trouve ça très intelligent de préparer aux futures questions que tes enfants auront forcément. Voilà, c'est ça. Au moins, c'est déjà dans ta tête. Exactement. Et c'est vrai qu'au final, ces entretiens, donc, qui étaient systématiquement couplés avec un rendez-vous gynéco,
ont été hyper salvateurs pour nous parce qu'on a été amenés à se poser des questions qu'on ne s'était pas du tout posées parce que nous, on était dans le process, dans le présent, mais probablement dans l'avenir, mais pas dans cet avenir-là, tu vois. Et c'est vrai que Juliette, qui a 7 ans, commence à nous poser des questions. Donc, on est très transparente avec elle, mais on y a déjà réfléchi, en fait. Alors, on n'y pense pas tous les jours, hein, mais on a déjà été amenés à réfléchir aux réponses qu'on pourrait lui apporter. Et alors, tu tombes enceinte tout de suite ? Alors, j'ai eu une chance folle. Pour te donner un ordre d'idée, on a commencé donc à rencontrer le gynéco tout début septembre 2011. On a eu donc le 2e rendez-vous en octobre 2011, premier cycle novembre 2011, et je suis tombée enceinte le 25 novembre. Non, j'ai eu les réponses. Non, c'est ça. Je suis tombée enceinte le 25 novembre, donc sur le premier essai. Alors que j'ai des antécédents gynéco qui faisaient qu'on s'était dit qu'on ferait qu'un essai sur moi et que sinon on passerait sur Aude, puisqu'il y avait très forte chance que ça ne fonctionne pas, vu que j'ai de l'endométriose et des ovaires polykystiques. Donc ça faisait un peu beaucoup. Et voilà, donc Juliette s'est installée du premier coup et ça a été... on n'y croyait pas, honnêtement, on n'y croyait pas. Ça avait été tellement une organisation de dingue pour arriver à coordonner les rendez-vous, nos matinées, parce qu'en fait, le process de PMA, donc une fois que tu rentres dans un cycle, tu as un calendrier à respecter. Avec J1, je fais ça, J2, je fais ça, J3, je fais ça, J5, J6, J8, J10, J12, j'envoie des résultats en Belgique, et J14, on refait des examens, et à partir de J14, ils nous disent quand décoller. En gros, ça donne ça. Ce qui s'est passé pour nous, c'est que sur l'écho précédente, ils ont détecté un kyste sur un de mes ovaires, donc ils m'ont dit en gros que ça ne serait sûrement pas pour ce cycle-là, mais qu'il fallait quand même faire une écho pour vérifier si le kyste était résorbé. Donc à J3, j'ai fait une écho, plus de kyste, j'étais folle de joie. À partir de J3, du coup, j'ai commencé une stimulation extrêmement légère, je te le précise pour la suite. Donc c'était un demi-comprimé, je ne vais pas te donner le nom, mais d'un stimulant pendant 5 jours. Et après, il déclenchait juste l'ovulation. En fait, il testait pour voir comment je réagissais à ça, sur le premier cycle. Donc ensuite, j'avais une première échographie qui était prévue à J12. Pour vérifier où en étaient mes follicules. Donc moi, j'étais toujours dans mon process J14, une deuxième, et J16, potentiellement une troisième échographie. Et à J12, j'envoie les résultats, donc déjà qui étaient... j'avais très très bien, voire trop réagi à la stimulation. Et là, ils me disent, c'est simple, demain vous déclenchez ce soir, et demain, ou je crois que c'était le lendemain, il fallait que je sois sur place. C'était soit le lendemain, soit le surlendemain, mais de mémoire, ça nous a paru rapide, très très court. Du coup, comme tu peux pas anticiper, t'as pas pris tes vols. Enfin, tu vois, c'est vraiment une organisation de fou. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, on venait d'acheter une maison et on est d'emménager dans la maison et on avait des travaux de cuisine qui avaient une échéance au lendemain. Donc c'était vraiment juste. Aude, je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais avait un tableau Excel 4 entrées, comme elle est capable de s'organiser. Elle nous a trouvé des vols où on a fait l'aller-retour dans la demi-journée. Le truc incroyable. Et on s'est retrouvés donc dans la clinique, dans une salle d'auscultation classique, j'ai envie de dire, presque classique. C'était lunaire en fait. Le gynécologue nous a mis de la musique d'ambiance. Il nous a mis hyper à l'aise. Il nous a expliqué la paillette, le nombre de spermatozoïdes dans la paillette. Donc il nous a dit c'est une paillette de compétition. Il a laissé Aude faire le geste de l'insémination, ce que je trouvais génial en fait. Enfin, ça n'avait rien de médical au final, et c'est elle qui a conçu Juliette, quoi. Enfin, c'est un geste d'amour que tu as pu avoir. C'est ça, exactement. Et c'est un geste. En Belgique, en fait, quand tu te présentes pour un process de PMA, que tu sois un couple hétérosexuel ou homosexuel, tu as exactement le même accompagnement. Ils sont hyper bienveillants, et pour eux, tu es un couple en soi qui a besoin d'aide pour concevoir, et donc on va t'aider à concevoir, mais tu n'es pas différent d'un couple hétérosexuel. Et tout au long du process, on a ressenti que de la bienveillance, de l'accompagnement, et très peu de présence médicale au final. Et alors, tu m'as contactée parce que tu m'as expliqué ton histoire et ton postpartum notamment, et ce 4e trimestre qui peut perturber ou être difficile. Toi, tu l'as vécu dans un contexte extrêmement particulier, parce qu'il a fallu que vous battiez avec Aude pour pouvoir faire reconnaître votre fille.
Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui. Donc en fait, on a eu beaucoup de chance que Juliette arrive si facilement. Elle est née en août 2012. Le mariage pour tous s'est passé en juin 2013 et en août 2012, il n'était même pas question d'y penser. Enfin, c'était très très loin. Enfin, je me souviens que on avait voté à gauche. Alors désolé pour la précision, mais forcément ça va avec. Ah mais si, François Hollande, c'était sa promesse de campagne, sa promesse de campagne, bien sûr. Et c'était aussi celle de Ségolène Royal en 2007, 2008 de mémoire. Et on avait été tellement déçus quand elle n'était pas passée. Non pas qu'on avait un affect pour la personne, mais parce que pour nous, c'était une promesse, une vraie promesse d'avenir, en fait. Et donc, quand les élections ont eu lieu, donc moi, j'étais enceinte. Et... non, même pas. Juliette était née. Je dis des bêtises. Non. Mais on avait. C'est en mai, les élections. Ouais, en mai 2000, en mai 2013. Non, Juliette était née en fait. Non, en mai 2012. François Hollande passe en mai 2012. Pardon, excuse-moi, non, mais c'est vrai. Donc t'étais enceinte. Donc j'étais enceinte. Et quand il passe, mais pour nous c'était la révolution. Alors ça voulait pas dire qu'il allait aller au bout, mais on savait qu'il y avait un espoir pour que Aude soit reconnue. Et pour te donner un ordre d'esprit, pendant la grossesse en fait, donc Aude n'avait pas de droit vis-à-vis de l'enfant. On a quand même été hyper bien soutenus par les professionnels et qui nous ont intégrés complètement comme si c'était comme si on était un couple normal. Mais on est quand même passé chez le notaire pour écrire un testament pour demander, parce qu'il n'y a pas de garantie, mais pour demander que Juliette et les enfants suivants soient placés avec Aude s'il m'arrivait quelque chose. Et bien sûr, le notaire nous l'a bien dit, il n'y a aucune garantie. C'est vraiment au bon vouloir du juge des affaires familiales. D'accorder ou non le placement à la deuxième maman, qui n'est donc pas considérée comme une deuxième maman, en tout cas à ce moment-là. Dès lors que François Hollande fait passer le mariage, pour nous, évidemment que derrière va y avoir logiquement la possibilité... alors, à l'époque, on pensait vraiment que de droit, en fait, la deuxième maman serait... Oui. Moi aussi j'ai cru ça avant d'interviewer un couple qui m'a expliqué que c'était pas le cas. Oui, non, c'est pas du tout le cas, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie d'interviewer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie d'en parler, c'est que c'est encore très flou pour la plupart des gens, alors qu'on est en 2019, que tous les process ont été mis en place depuis 5-6 ans maintenant, réellement on va dire, et quand j'ai posté sur mon Instagram le fait qu'on avait adopté, que l'adoption des triplés était passée, j'ai posté juste le dossier d'adoption et j'ai eu des commentaires me disant « C'est génial, ce nouvel enfant va avoir beaucoup de chance ». Parce que les gens n'ont pas conscience que c'était nos propres enfants qu'on devait adopter. Alors, pas moi, puisque je suis la mère biologique, mais Aude. Mais donc, pendant 1 an, avant que le mariage pour tous ne soit légalisé, elle est là, Juliette, elle est avec vous. C'est... stressant, est-ce que ça a quel effet dans votre famille de se dire que toi tu es légalement une représentante légale mais ta femme pas du tout? Alors honnêtement, on est tellement pris dans le tourbillon de l'arrivée d'un enfant et de beaucoup de choses qu'on n'avait pas anticipées parce qu'on avait anticipé beaucoup l'avant, le comment concevoir ce bébé, le comment l'accueillir, qu'une fois qu'il est là et qu'on est dans notre vie, pour nous ça n'a... Voilà, on est un couple normal avec un enfant et on n'a pas besoin de cette reconnaissance au quotidien parce que l'ensemble des professionnels qui accompagnent Juliette dans sa croissance, on va dire, ne nous a jamais demandé quoi que ce soit vis-à-vis de Aude. Comme papier, même à la maternité, il n'y a eu aucun problème. Quand on s'est déjà présenté au CHU, Aude s'est déjà présenté au CHU avec Juliette, on lui a jamais rien demandé, donc au final, alors c'est peut-être pas très rassurant, mais au final, nous, on n'a jamais ressenti réellement le besoin de cette reconnaissance, même si on savait que c'était nécessaire au cas où il m'arrive quelque chose, et on sait que ça peut arriver finalement très vite. Pendant cette année-là, en tout cas, on n'en a pas ressenti le besoin. Mais par contre, on avait une réelle volonté de construire, de légaliser notre famille. C'était très important pour nous. Ce qui fait que dès que le mariage pour tous est passé, donc en juin, on a, pour te donner un ordre d'idée, on a déposé un dossier. Non, on a réservé notre date de mariage à la mairie avant la légalisation du mariage. Vous n'êtes pas les seuls, je crois. Pour te donner un ordre d'idée, on s'est inscrite à la mairie pour pouvoir se marier avant même que le mariage pour tous soit voté, pour garantir la date qu'on souhaitait.
qui devait être au plus proche, mais en même temps pas trop proche pour que le mariage ait la chance de pouvoir passer et qu'on puisse publier les bandes dans les temps. Enfin bon, voilà. Et donc on s'est mariés le 23 août 2012. J'espère que je ne fais pas d'erreur sur la date. 2013. 2013, pardon, 23 août 2013. En présence, donc en compagnie de Juliette. Et autant te dire que c'était, je pense qu'on devait être un des premiers, voire le premier mariage sur Bordeaux. C'était à la mairie, ils n'étaient pas encore hyper à l'aise avec les dossiers, ils n'étaient pas à l'aise avec le mariage en lui-même, mais ça s'est très bien passé. Et le maire a été, l'adjoint au maire a été très sympathique et a même fait des petites blagues. Enfin, bien, voilà, lui n'était pas du tout mal à l'aise. Avec le mariage, sachant qu'à Bordeaux, effectivement, la mairie n'était pas forcément favorable au mariage. On ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. C'est vrai que c'est dur parce que vous, tout est lié à la politique. Oui, tout. Nous, on fait un enfant dans les familles hétérosexuelles, ça a zéro impact sur et la conception et la reconnaissance de notre enfant. Oui, tout à fait. Vous êtes pris en otage par la politique. Exactement. Et on l'a bien vu avec tous les débats qui ont suivi quand ils ont voulu légaliser. De mémoire, je ne sais plus quel était le terme exact, mais en gros, l'adoption de droit, c'est pas une adoption, mais en tout cas le fait que l'enfant de droit soit de deux mères n'est jamais passé. En gros, Hollande a reculé sur ce point-là précisément, ce qui n'allait pas dans notre sens du tout, et ils ont fait une sorte de bidouille pour qu'on puisse quand même, que ces enfants-là soient quand même reconnus, mais sans que le fait que la filiation soit de droit soit acquise. C'est ça, c'est jamais automatique. Vous devez faire tout un parcours du combattant. Et tu me disais dans ton message quand tu m'as écrit que tu as dû renoncer, et je sais plus comment, tu m'as expliqué que tu as dû renoncer à tes droits. Oui. Pour pouvoir... Alors, en fait, c'était tellement flou à l'époque que quand on a contacté le tribunal d'instance pour l'adoption de Juliette, ils avaient vraiment aucune notion de, même ne serait-ce que à quel type d'adoption on avait droit, puisqu'il y a plusieurs types d'adoption, plénière ou adoption simple. En gros, l'adoption plénière, l'acte de naissance est complètement réécrit. Donc avec deux mamans, parent 1, parent 2. L'adoption simple, c'est une adoption où tu es dénommé parent adoptant. Tu n'es donc pas parent de filiation directe. Cette adoption plénière, elle est très importante, notamment dans la succession. De mémoire, hein. Après, pour nous... honnêtement, aujourd'hui, elle n'a pas un vrai impact, mais pour moi, ce qui était vraiment important, c'est que de base, Aude soit reconnue comme la maman et non pas comme une maman adoptante. Donc il te fallait la plénière. Donc moi, je voulais la plénière, mais on ne savait pas à quoi on avait droit au final, et le tribunal non plus ne savait pas à quoi on avait droit. Et donc on a été voir un notaire qui ne savait pas non plus à quoi on avait droit, et on a été voir une avocate spécialisée dans les affaires familiales qui non plus ne savait pas du tout à quoi on avait droit. Donc ça a été un peu compliqué. On a découvert en débroussaillant vraiment le terrain que on n'avait pas forcément besoin d'une avocate, mais par contre, qu'on pouvait directement envoyer notre requête au procureur de la République. Pardon, je me souviens même plus des mots, mais bon, au procureur de la République. Et à ce moment-là, le tribunal nous a envoyé les deux dossiers, adoption plénière, adoption simple, ne sachant toujours pas auquel on avait droit. Donc nous, par défaut, on s'est dit on va enregistrer, Par défaut, on s'est dit qu'on allait remplir le dossier d'adoption plénière. Et on a constaté qu'il y avait une liste assez importante de documents à fournir, ce qui en soi n'est pas anormal. Et notamment, il y avait un document à aller faire chez le notaire qui m'a été vendu, entre guillemets, comme étant une renonciation à mes droits de maman biologique pour devenir maman adoptante. En fait, c'est pas du tout le cas. Maintenant, avec le recul et surtout avec la deuxième adoption des filles, j'ai compris ce qu'était ce document. En fait, c'est juste une autorisation de la maman biologique pour l'adoption de la deuxième maman. Mais moi, c'est pas ce qu'on m'avait dit à l'époque. Et le notaire était pas très clair non plus. Du coup, j'ai signé cette renonciation à mes droits, parce que j'ai pris comme étant une renonciation à mes droits, et qui était vraiment tournée dans ce sens-là. Tu vois, j'étais pas sereine, quoi. Et moi, je me suis dit, mais ça veut dire que pendant 2 mois, s'il arrive quelque chose à Juliette... Elle a personne. À Juliette, non. S'il m'arrive quelque chose à moi, Juliette n'a personne. Et en plus, renoncer à mes droits de maman biologique, mais c'était un crève-cœur. Mais vraiment.
Et ça a été un peu, tu vois, voilà. Donc on était plus tout à fait dans le 4e trimestre, mais pour moi, la clôture de la naissance de ma fille, c'était son adoption par sa deuxième maman. Et donc ça a été prononcé quand ? Et du coup, on est passé... alors, c'était un peu compliqué. Alors déjà, en fait, le dossier a été déposé en février, complet. Donc ça fait loin par rapport à... 2014. Donc 2014, ça fait assez loin parce qu'ils nous ont demandé beaucoup de choses en plus, notamment des témoignages de nos proches, mais surtout des professionnels qui entouraient Juliette, donc professionnels de santé, professionnels qui la gardaient... décrivant le lien que pouvait avoir Aude avec Juliette, décrivant son engagement et son investissement. On a dû fournir des photos prouvant qu'elle participait, et on a dû fournir des factures prouvant qu'elle avait payé des affaires pour Juliette. Donc on avait fait attention, ça on le savait de base, donc on avait fait attention à ce que la poussette soit mise à son nom, à ce que une bonne partie de la puériculture soit mise à son nom. Et donc évidemment ces documents-là n'étaient pas indiqués dans le dossier de première intention, donc il a fallu qu'on recomplète le dossier, et mine de rien les témoignages, donc tu t'engages sur l'honneur avec une pièce d'identité, tout ça, ne pas faire de faux témoignages, enfin c'est un document de police quoi. Et du coup on a fait voilà, il a fallu qu'on réussisse à récolter tous ces témoignages, il en fallait au minimum 10 de mémoire, ça a pris un peu de temps. Donc on l'a posé en février, on a eu une réponse hyper rapide de date de passage de mémoire, c'était mars ou avril. Et ils nous ont convoqués pour passer au tribunal le 12 juin 2014. Et alors là, donc on est toujours dans un contexte où personne ne sait rien, il y a encore très peu ou pas d'adoptions qui ont été prononcées, et surtout, il y en a beaucoup qui ont été refusées. Et on est vraiment en stress. On entend parler de... Alors c'est toujours pareil, hein, c'est un peu la jungle. On entend parler d'enquêtes de police dans certaines familles pour vérifier. Enfin, il y a certaines régions qui ont mis en place des enquêtes de police. Enfin, on se sent un peu traqué. Enfin, c'est un peu bizarre, surtout en 2014, mais voilà. Et donc on passe donc le 12 juin, on passe avec une ou deux autres familles homoparentales et d'autres familles qui adoptent des enfants en adoption simple. Et je crois qu'on est les premières à passer sur ce type de dossier. Donc vraiment, vraiment en stress. En même temps, je suis en protocole pour les tripler. Que j'allais te dire. On va en parler après, mais voilà. vas-y, continue. Donc autant me dire qu'avec les hormones, voilà. Et on se retrouve dans une salle du tribunal avec... alors, c'est une perception que j'ai, hein, ça se trouve, c'est déformé par l'impression, le moment. Donc, on avait 5 jurys, la présidente du tribunal et le procureur de la République qui s'avérait être une femme, face à nous. Et l'ensemble de ces personnes étaient des femmes, juchées sur une espèce d'estrade, mais j'avais l'impression... de les regarder comme un élève face à sa maîtresse d'école sur son estrade. C'était hyper impressionnant. Et ils nous demandent, donc ils exposent le dossier, ils nous demandent si on veut s'exprimer. Donc on s'était dit avant qu'il fallait sûrement s'exprimer parce qu'il fallait quand même montrer qu'on était motivés, mais on savait pas ce qu'il fallait dire. Donc bon, on s'exprime. Moi, je fonds en larmes de stress, d'émotion, voilà. Et là, les 5 personnes ont été d'une bienveillance, mais de dingue, en nous disant que Juliette avait bien de la chance d'avoir deux mamans, qu'elle avait l'air d'être très bien entourée et qu'il n'y avait aucune raison de refuser cette adoption. Et donc en gros, ils nous donnent de suite le verdict, enfin qui n'est pas un verdict, mais bon bref, le résultat. Et donc Juliette, donc on a reçu le document, alors c'était long parce qu'il y avait les vacances, donc on a reçu le document d'adoption, je crois, au 1er septembre ou 15 septembre, quelque chose comme ça, mais rétroactif au 12 juin. Donc à partir du 12 juin, Juliette avait donc bien 2 mamans, et donc après il a fallu faire tout ce qui était livret de famille. Donc en fait ce qui était bizarre, c'est que j'avais 2 livrets de famille. J'avais le livret de famille de mon mariage avec Aude, et j'avais le livret de famille de moi avec la naissance de Juliette. Donc on a rendu le livret de famille que j'avais avec Juliette en commun, et Juliette a été inscrite sur notre livret de famille lié à notre mariage.
Ça a pris un petit bout de temps, notamment parce que bêtement, il a fallu qu'ils établissent des papiers avec marqué parent 1, parent 2. Ça n'existait pas, quoi. Non, c'était père, mère, ou papa, maman, mais non, c'était pas papa, maman, mais c'était père et mère. Donc ça n'existait pas. Donc ça a pris un peu de temps. Et je crois qu'on l'a eu, le livret de famille, 6 mois après. Alors tu l'as dit, et en même temps, en parallèle, parce que si j'en crois les dates, c'est sûr même, pour avoir un deuxième enfant. Exactement. Je dis deuxième parce que j'imagine c'était un deuxième qui était prévu. C'était pas des triplettes. Et vous repartez dans la même clinique à Charleroi ? Exactement, on repart dans la même clinique. Alors attends, j'ai juste une question. Oui. Est-ce que la question de que ce soit Aude qui porte le bébé s'est posée ou c'était clair que ce serait toi à chaque fois ? Alors, en fait, sur le premier, c'était une évidence. Je lui ai même pas laissé le choix, en fait. Moi, j'ai toujours rêvé de porter des enfants. Avoir des enfants, c'était non négociable. Et sentir le lien maternel, c'était... Voilà. Donc le premier, c'était moi. Aude n'en avait pas une envie folle, donc elle m'a laissé faire. Et pour le deuxième, ma première grossesse ne s'est pas très très bien passée. Aude, ça l'a un peu angoissée, puisque j'étais alitée, alors non stricte, mais j'étais alitée à 22 semaines. J'étais en MAP, quoi, enfin, menace d'accouchement prématuré. Et donc du coup, ça a un peu stressé Aude. Voilà. Elle s'est dit, je le sens pas. Donc elle m'a dit... fais le numéro 2, je ferai le numéro 3. Tu vois le truc. Je rigole maintenant parce que vous avez 4 filles. Hein. Voilà. Donc autant te dire que le numéro 3 n'est plus du tout au programme. Je n'ai pas trop laissé le choix sur ce coup-là. Et du coup, moi, évidemment, très contente de repartir dans un processus. Enfin, vraiment, j'étais vraiment ravie que ce soit à nouveau moi qui porte. Maintenant, évidemment, pour moi, c'est tellement important dans la vie d'une femme, la maternité, que je me ferme pas. Tu vois, pour le coup, s'il doit y avoir un numéro 5 parce qu'elle a besoin et envie de porter, il y aura un numéro 5. Parce que je pense que à un moment donné, tu peux te réveiller, entre guillemets, et avoir envie de porter un enfant. Bien sûr. Donc vous repartez à Charleroi. On repart à Charleroi avec le même médecin. Et alors là, incroyable, mais tout le process du départ, ils m'ont dit, c'est simple, si vous voulez venir au prochain cycle, vous venez au prochain cycle, il n'y a plus rien à faire. Ok. Donc, du coup, on commence donc en juin, et justement en juin 2014. On fait un premier cycle d'essai qui ne prend pas. Donc, autant te dire qu'ils ont fortement diminué la stimulation. Enfin, concrètement, ils ont considéré que ce n'en était pas une. Ils ont juste voulu garantir l'ovulation. Parce que pour Juliette, il y avait vraiment de gros risques de multiples. Et ils m'ont dit, non, mais vous surréagissez, ça ne sert à rien. On va garantir l'ovulation. Donc je repars dans le process, premier essai, ça ne fonctionne pas. Donc là je me dis quand même, ce serait bien de mettre un peu en place une stimulation correcte. En juillet on refait une tentative qui ne fonctionne pas non plus. Ça a dû m'énerver à un moment donné. Et donc on laisse passer. Donc il y a toujours un mois où ils sont fermés sur l'été. Donc en août on ne pouvait pas faire de tentative. Septembre, il y a un moment, c'est aussi une question de budget. Donc on n'a pas refait de tentative en septembre. Et on refait une tentative en octobre où je pars toute seule parce que les billets étaient hors de prix alors qu'il n'y avait pas trop de raisons sur le jour où je partais. Donc je me fais un petit week-end tranquille de 3 jours à Bruxelles. Et je sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, je peux pas te dire. Mais je sais que ce jour-là, ma mère m'avait dit, tu t'es trop active, t'as une vie trop active, les allers-retours, ça peut pas fonctionner. Il faut que tu restes sur place. D'où le fait que j'étais restée 3 jours. Juste après l'insémination, je fais une sieste. Je crois que j'avais pas dormi comme ça depuis mon enfance. Un truc de dingue. Et après, j'ai passé 2 jours, mais vraiment à prendre du temps pour moi, ce qui n'était plus arrivé depuis un petit moment. Et je sais pas. Ça a dû... je devais être trop bien. Et donc, 15 jours plus tard, même pas, donc on fait toujours une prise de sang. Donc c'est prise de sang, pas de test de grossesse pour eux, parce que comme il y a de la stimulation, il y a le risque... le produit qui déclenche l'ovulation peut donner des faux positifs, en fait. Ah, sur les taux d'hormones. Voilà. Donc du coup, on fait une prise de sang. Alors, autant te dire que je suis pas du genre à être patiente, encore une fois. Les 15 jours à attendre, j'attendais plutôt 12 ou 13, tu vois. Je faisais ma prise de sang un peu plus tôt que prévu. Et donc, je fais ma prise de sang. J'arrive pas à recevoir les résultats. Donc, j'appelle le labo qui me dit « Attendez, je vais vous dire. » Et là, elle m'annonce 217. Je lui dis « Quoi, 217 ?» « C'est votre taux. » Je lui dis « Ah, donc je suis enceinte. » Mais je réalise pas le taux, en fait.
Et en plus, je n'arrive pas à me souvenir. Le taux, même moi, si tu me dis 217, j'en sais rien si c'est beaucoup, voilà. pas Mais beaucoup. surtout que ça dépend vraiment du jour où tu as fait la prise de sang. Ouais. Je me souvenais très bien que pour Juliette, le taux était à 109. D'accord. Et donc, du coup, je m'inquiète. C'est bête, mais on m'a toujours dit qu'un taux élevé, c'était un risque de grossesse extra-utérine. D'accord. Donc, je m'inquiète, mais en même temps, je me dis, bon déjà, t'es enceinte. Ça veut rien dire. Je suis enceinte. Ouais. Mais voilà, le taux veut rien dire. En fait, avec les taux élevés, il y a deux risques. Deux risques. La grossesse extra-utérine ou la grossesse multiple. Et donc, on appelle la mère de Aude tout en jouant, en lui disant « Ah, c'est bon, Constance est enceinte, mais t'inquiète pas, le taux, ça veut rien dire. » Tu parles. Et donc, du coup, j'étais très impatiente de faire l'écho de datation, surtout pour me rassurer sur le fait qu'il n'y ait pas de grossesse extra-utérine. Bon, de toute manière, je l'aurais su avant, clairement. On prend rendez-vous. C'est marrant parce que tu vois, aujourd'hui, jour pour jour, j'apprenais que j'étais enceinte. Je l'ai fait le 30 novembre de mémoire, cette fameuse échographie de datation. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'attendais des jumeaux. Déjà parce que les maux de grossesse étaient quand même vraiment décuplés. Et donc du coup, je disais à Aude en rigolant, tu vas voir, ça se trouve c'est des jumeaux. Donc petite précision, le frère de Aude a des jumeaux. Donc du coup, c'était un peu la course, la guéguerre, en rigolant, tu vois, mais ça aurait été rigolo d'avoir des multiples aussi. On se présente chez le gynécologue, donc ce fameux 30 novembre, et il pose la sonde sur moi. Non, d'ailleurs, c'était une endovaginale, donc il pose pas la sonde. Mais bon, bref. Et là, il me dit de brut en blanc. Alors, il faut savoir que moi, je ne voyais rien parce que j'avais l'écran qui était tourné vers moi, mais il y avait un reflet d'une vitre. Enfin, il y avait un peu de soleil ce jour-là. Je ne voyais rien du tout sur l'écran. Et il me dit, déjà, il y en a 2. Et Aude le regarde et lui dit, non, il y en a 3. Et alors là, je la regarde et je lui fais, non, mais arrête tes conneries. T'es pas gynéco, c'est pas ton métier. Déjà 2, c'est très bien. Et en fait, le gynécologue recompte. Et il me dit, si, il y en a 3. Et alors là, autant Aude, elle était elle était presque euphorique. Elle était super contente parce que voilà, déjà j'étais vraiment enceinte. Il y avait vraiment des enfants, des embryons qui allaient bien. A priori, en tout cas, sur cette écho-là, les cœurs battaient tous les 3. Mais pour moi, c'était... je me rendais bien compte du risque quand même. Je savais que c'était des grossesses à risque. J'ai quand même eu une menace d'accouchement prématuré pour Juliette. Je me suis dit, je vais jamais tenir. C'est pas possible, ça va pas tenir. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Tu peux être heureuse ou t'y arrives pas ? En fait, je suis partagée entre le fait de me rendre compte que ma vie vient de basculer dans l'extraordinaire. Oui, le vrai extraordinaire, voilà. Et la peur. La peur parce que... En fait, ces grossesses-là, t'engages la fratrie. Si ça se passe mal, c'est pas que ton deuil que tu dois gérer, c'est le deuil aussi de la fratrie. Du coup, et en plus de ça, le gynéco, de suite, nous met en garde. Il nous dit, attention, c'est des grossesses vraiment très particulières. Alors lui, il était euphorique aussi parce qu'il était en fin de carrière. Il n'avait jamais vu triplé. Pour te dire, il a été chercher sa femme pour lui montrer l'échographie. Enfin bon, c'était lunaire en fait, mais vraiment. Et du coup, il nous dit, écoutez, je vous prends rendez-vous tout de suite au CHU pour que vous voyiez un spécialiste des grossesses multiples. Et pour te dire, donc on était un vendredi, j'avais rendez-vous le lundi matin à 9h. Donc pour avoir un rendez-vous le lundi en 2 jours au CHU, je me suis doutée que c'était exceptionnel. Voilà, que c'était pas très encourageant entre guillemets. Et je me présente donc le 2 décembre à Pellegrin, et alors là c'est la douche froide. Donc on est passé de 1 enfant à 3 enfants. Et 2 jours plus tard, on nous dit qu'en gros il n'y en aura que 2. Il n'y a pas d'écho, il n'y a rien, hein, mais on te sort des statistiques tellement dingues que si tu es raisonnable, tu ne peux pas envisager d'avoir 3 enfants d'un coup. C'est pas possible. En gros, on te dit qu'il y a 50% de risque que soit toi, soit les enfants, soit les 2 y passent. Et que dans les 50% de chances restants, concrètement, il y a 85% de risque de handicap parce qu'il y aura de la prématurité. En fonction des stades de prématurité, bien sûr. Et en plus de ça, on te dit que les grossesses multiples ne sont pas naturelles, on s'en doutait,
et que donc la nature ne sait pas concevoir 3 bébés bien formés en même temps. Donc au-delà de ça, il risque d'y avoir aussi des malformations et probablement aussi potentiellement de la trisomie. Donc tu prends tout ça, donc là tu viens de passer 1 heure à prendre que des stats dans la figure et on te dit on vous engage et on vous encourage à faire une réduction. Donc du coup je demande en quoi consiste la réduction. Et la réduction embryonnaire, en fait, c'est un processus qui consiste à piquer dans le ventre de la maman pour injecter dans le bébé choisi ou non choisi en fonction un anesthésiant qui va donc l'euthanasier. Donc moi, personnellement, j'avais déjà entendu parler de réduction. Je savais en quoi ça consistait, enfin je croyais savoir. Et je pensais, mais j'étais persuadée que ça se faisait au plus tôt. Et tu vas continuer, mais en gros, quand le vendredi, tu apprends que tu vas avoir des triplés, est-ce que tu vas sur Internet regarder? Est-ce que pendant tout le week-end avant ce rendez-vous, tu t'informes? Même si je sais, Internet n'est pas une source fiable, mais est-ce que j'imagine que ça te travaille? Évidemment. Donc tu as déjà en tête certains... Tu sais des choses en arrivant à ce rendez-vous. Exactement. Alors déjà, tu cherches sur Internet et c'est là que tu te rends compte que, effectivement, une grossesse triple, c'est rare. Donc j'ai trouvé vaguement 1 ou 2 blogs qui évoquaient la suite, mais pas forcément la grossesse. Et je me suis interdit par contre de regarder parce que moi je suis du genre à regarder tous les effets secondaires sur une notice, enfin, tu vois, donc je savais que si je regardais ça j'allais flipper, j'étais déjà en stress. Franchement ce week-end-là j'ai plutôt l'impression qu'on l'a un peu savouré, tu vois. On a un peu informé, alors on était en stress, enfin moi j'étais en stress, on savait que il allait falloir déménager, il allait falloir changer de voiture, enfin tu vois, toute la logistique, ça on l'avait bien en tête. Mais par contre, on sait pas. En fait, à ce moment-là, même si le mot avait été évoqué avec le gynéco, je me suis pas posé la question de la réduction. Pour moi, c'était hors de question parce que je n'avais vraiment pas la notion des stats. Pardon, je tremble. J'avais pas du tout la notion des stats. Mais alors, par contre, quand le lundi, j'ai toutes ces données-là. Puis alors, moi, je suis cartésienne. Hein. Tu me donnes des données, des stats, c'est voilà. On m'a toujours reproché de ne pas être raisonnable. Je me suis dit, mais là, je ne peux pas ne pas être raisonnable. Donc, on me donne ces stats. Je dis à Aude en sortant, on fait une réduction. Je ne le sens pas. Je dis, ça va pas bien se passer. Et il a fallu... Et donc, ils nous ont dit que, concrètement, le geste aurait lieu à 16 semaines d'aménorrhée. Donc, c'est hyper tard. Tu sens le bébé bouger. Moi, Juliette, je l'ai senti à 12 semaines. Donc, les triplés, je les ai sentis avant 12 semaines. Ça me paraissait aberrant comme geste. Et puis, en plus, on te dit que, concrètement, une fois que on l'enlève pas, le bébé. Moi, je pensais qu'on enlevait le bébé. Non, le bébé, il reste avec ses frères et sœurs jusqu'à l'accouchement. Et c'est à ce moment-là que tu évacues ton bébé. C'était très dur comme décision. C'était un moment vraiment difficile pour Aude et moi. Parce qu'on était complètement sur la même longueur d'onde dans le sens où elle m'a dit c'est ton corps, c'est toi qui choisis, mais on pleurait tous les jours, quoi. On savait qu'on allait mettre fin on savait qu'on allait mettre fin à une vie qu'on avait désirée, donc c'était vraiment pas simple, et ça, je trouve qu'on est très très mal informé là-dessus. On a demandé à se faire suivre par un psy spécialisé de la maternité qui nous a dit que c'était très bizarre pour elle. En l'occurrence, c'était une femme. Parce que d'habitude, les gens qu'elle recevait dans ce cadre-là se faisaient suivre, mais surtout parce qu'ils voulaient vraiment pas de cette grossesse tout court. Alors que nous, tout ce qu'elle entendait, c'était juste qu'on avait peur qu'on pensait que ça allait pas tenir, mais qu'on en avait vraiment envie. Donc bon, on s'est fait suivre par rapport à ça. Le choix final, il t'appartient. C'est pas le corps médical qui peut t'obliger. Non. En fait, le gynécologue l'obstétricien, puisque c'était l'obstétricien, nous a dit, quelle que soit votre décision, je vous accompagnerai au mieux. Ok. C'était très clair. Et en fait, je pense que ce rendez-vous avait vraiment valeur de prise de conscience. Tu vois, c'était vraiment, voilà. Je vous informe parce que déjà, c'est mon devoir. Il faut quand même que vous vous rendiez compte dans quoi vous allez mettre les pieds. Et honnêtement, vu la suite de la grossesse, heureusement qu'il l'avait fait. Parce que oui, c'est des grossesses extrêmement compliquées.
Donc du coup, il m'avait dit, je vous donne rendez-vous juste après l'échographie des 12 semaines. Et il me dit, normalement, la nature est bien faite, entre guillemets. Comme le corps n'est pas fait pour supporter ce type de grossesse, il y a de fortes chances que de vous-même, vous en évacuiez un. Et je te jure que j'ai prié, mais tout ce que je pouvais prier pour que nous n'ayons pas à faire de choix. Et qu'à l'échographie, il y en ait une de moins. Enfin, un de moins en l'occurrence. Ce qui n'a pas été le cas. À l'échographie, les 3 enfants allaient bien. Très bien. Elles faisaient toutes le même poids, toutes la même taille. Il n'y avait rien les nuques étaient claires. Enfin, il n'y avait rien qui laissait présager qu'il pouvait y avoir un plus faible, puisque le choix de la réduction se fait sur le plus faible. La veille, j'avais eu un gros doute. J'avais vu une émission, une de ces émissions sur les familles extraordinaires, où, bien évidemment, je voyais des mamans de triplés qui avaient été jusqu'à 38 ou 39 semaines, des trucs incroyables. Elles faisaient du vélo jusqu'à la fin. Enfin, je me disais, mais en fait, ça se fait. C'est possible. Et donc, j'avais dit à Aude, s'il n'y a pas de raison médicale, on les garde. On les garde tous les 3, en l'occurrence, puisqu'on ne savait pas. Et le lendemain, tout allait bien. Je vais voir l'obstétricien et je lui dis, on garde les 3. Et là, il nous dit, c'est votre décision. Vous l'assumerez. Moi, je vous suis. Il me dit, vous avez bien fait parce que je n'aurais pas pu choisir. Ils sont tous les 3 en pleine santé. Et là, vous avez bien fait, j'aurais pas pu choisir, mais ça m'a tellement soulagée que je me suis dit, encore une fois, on m'a toujours dit que j'étais pas raisonnable, et encore une fois, je prends une décision irraisonnable. Et finalement, tu vois, alors la grossesse aurait pu me faire mentir, mais mes filles sont aujourd'hui toutes les 3 présentes, en pleine santé. Elles sont certes nées prématurées, mais elles sont nées à 32 semaines, alors que j'ai failli les perdre à 21 semaines. J'ai été cerclée en urgence, et là, tu te rappelles les stats, tu te rappelles la décision irraisonnée. J'ai été cerclée donc, à 21 semaines, et on m'a clairement dit que j'allais les perdre. 32 semaines, c'était très beau. Et elles ont été 3 semaines en néonat seulement. Elles n'ont pas eu d'assistance respiratoire. J'en ai 2 qui ont été en réa 4 heures. C'est rien du tout. Et elles ne nous ont jamais rien fait en néonat, pas aucun accident, ni de respiration, ni cardiaque, ni d'hémorragie X ou Y qu'on nous avait prédit. Et aujourd'hui, c'est 3 enfants en pleine santé. Les 4 en l'occurrence sont en pleine santé et elles vont très très bien, quoi. Sur un accouchement de triplette ou de triplé, c'est césarienne ou voix basse ? Alors la voix basse était prévue si j'avais pu aller jusqu'à 34 semaines. D'accord. En l'occurrence, ils ont réussi à me tenir jusqu'à 32. Alors bon, j'ai fait un nombre de passages en salle d'accouchement assez important entre la 21e semaine et la 32e semaine. À chaque fois, ils ont réussi à arrêter l'accouchement, mais on n'a pas réussi sur la 32e semaine. Et donc du coup, d'une part parce que j'ai accouché sur un week-end de Pentecôte, donc ils étaient complètement en stress parce qu'il y avait un pédiatre, alors que normalement il devait y en avoir 3. Il y avait un gynéco, un obstétricien qui était interne, alors que normalement, il y avait personne en fait. Au CHU, il y avait personne. On m'avait prédit une salle remplie de 60 personnes. J'avais peut-être 15 personnes à tout casser, ce qui est déjà énorme en soi. Hein, mais c'est vrai que tu amènes 3 bébés au monde. Donc C'est ça. Moi, ça m'inquiétait parce qu'un pédiatre pour 3, si elles avaient eu un problème, ça aurait été un peu compliqué. Et en fait, du coup, ils n'ont pris aucun risque. En fait, ils m'ont dit, elles sont probablement un peu trop petites. Donc on préfère pas le tenter parce qu'on préfère qu'elles gardent leur force pour se concentrer sur respiration, survie, quoi. Donc voilà, césarienne. Et quand vous apprenez que c'est des filles ? Alors ça a été tout un poème. En fait, on nous a longtemps prédit au moins un garçon, voire 2 garçons. Et finalement, alors comme j'ai fait beaucoup d'échographie pendant ma grossesse, je sais plus te dire à quel terme on nous l'a dit, mais c'était après les 22 semaines d'habitude de terme auquel on dit le sexe. Le fait est que quand tu as 3 bébés imbriqués les uns dans les autres, ils galèrent vraiment. J'ai des échographies qui duraient 2 heures, sans te mentir. 2 heures pour savoir à qui était la main, à qui était le pied, quoi. C'était un peu compliqué. Et donc, du coup, moi, j'ai le souvenir qu'un mois et demi avant leur naissance, on a su que c'était 3 filles. Alors ? Et écoute, moi je suis issue d'une famille de 4 filles, donc ça me choquait pas d'avoir 4 filles.
Et au contraire, en fait, je me suis dit, ça va être plus simple. C'est bête, mais j'ai jamais, j'avais l'impression que 3 petits gars, j'avais vu en plus des reportages avec des mamans de triplés qui avaient des garçons et qui s'en sortaient pas. C'était très compliqué. Je me suis dit, bon, ça va être plus simple. Et puis bon, voilà, on est 6 filles à la maison. On est une famille de filles, quoi. Et quand elles naissent en pleine santé, tout va bien. Tu m'as expliqué quelque chose, c'est vrai, moi j'avais pas réalisé que quand tu as des bébés préma, tu rentres toute seule à la maison. Oui. Alors ça a été la partie vraiment compliquée pour moi. Alors j'imagine pour les personnes qui sont pas préparées à ça. Moi j'étais préparée et à la césarienne et à la prématurité et donc au fait de rentrer toute seule à la maison. Et malgré tout ça, je suis rentrée toute seule et ça m'a brisé le cœur. Je suis partie, alors bon, évidemment en plein baby blues. Je suis rentrée chez moi sans mes enfants, en étant très limitée, parce que finalement la césarienne par rapport à une voix basse, t'es quand même vachement limitée dans tes mouvements. Tu te sens... Oui, bon, en plus je sortais d'une grossesse triple où j'ai été alitée stricte, où j'avais pas le droit de sortir, rien. Donc pour moi c'était vraiment le soulagement, certes, d'avoir mis ces bébés au monde en pleine santé. Et d'ailleurs je leur ai dit quand les filles sont nées, je leur ai dit maintenant c'est plus mon problème, c'est le vôtre. Mais vraiment texto. À qui, au corps médical? Au corps médical. Moi j'ai fait mon job, c'est ce que je leur ai dit. Moi j'ai fait mon job, c'est plus mon problème, c'est le vôtre. Et en fait, je n'avais pas vraiment appréhendé cette partie-là en fait. Même si je savais que les filles seraient hospitalisées et que j'allais rentrer toute seule à la maison, je m'étais tellement focalisée sur le jour de l'accouchement, enfin le fait de tenir le plus longtemps possible et le jour de l'accouchement, que je suis tombée dedans et ça a été extrêmement rude. J'arrêtais pas de pleurer, mais vraiment j'arrêtais pas de pleurer entre le moment où je suis partie de la maternité et le moment où je suis arrivée chez moi, où mes beaux-parents m'attendaient avec tout ce que j'avais pu manger pendant la grossesse, avec ma première fille que j'avais pas pu, que j'avais très peu vue pendant ma grossesse, puisqu'on avait une maison à étage et que j'avais pas le droit de bouger. Donc j'étais alitée au rez-de-chaussée et elle vivait au premier. Et je retrouvais donc ma fille qui m'attendait comme le messie. J'avais une relation très fusionnelle avec elle avant cette grossesse et en fait elle attendait qu'une chose, c'est que je puisse la prendre dans mes bras, lui faire des câlins, tout ça, sauf qu'avec une césarienne tu peux pas le faire, t'as vraiment mal. Donc j'ai très peu j'ai pas pu la prendre comme j'aurais voulu la prendre, et en plus de ça je suis repartie aussi sec pour aller voir les triplés. Ma fille hurlait derrière la fenêtre de désespoir, mais vraiment, je vois encore ses yeux, c'était vraiment dur. Et moi, je pleurais parce que je me séparais soit de l'une, soit des autres. C'était très, très compliqué comme moment, et ça a été vraiment dur à vivre. Après, j'avais la chance que tout le monde soit en pleine santé, donc je m'inquiétais pas plus que ça pour leur santé. Mais il y a eu des moments difficiles. Et ta fille, elle réagit comment quand elle comprend qu'elle va avoir 3 petites sœurs? Alors à 2 ans et demi, je t'avoue qu'elle ne l'a pas compris. Encore maintenant, elle a un peu de mal à comprendre que c'est extraordinaire, parce que elle a des cousins jumeaux, elle a des sœurs triplées. Concrètement, les enfants uniques chez nous, c'est ça le côté extraordinaire, c'est d'être unique en fait. On lui a expliqué plusieurs fois. Encore maintenant, on essaie de lui dire que oui, effectivement, chez les chats, c'est classique d'avoir 3 bébés, mais chez nous, c'est moins classique. En plus de ça, quand elle a pu enfin les voir, elle était en néonate derrière une vitre en verre, elle n'avait pas le droit de les approcher, donc elle a vu 3 berceaux mais sans voir les enfants dedans. Elle a vraiment pas compris. Je pense qu'elle a compris au moment où on est sorti de néonate, on a ramené les 3 des enfants à la maison, et où là j'ai passé mon temps à lui dire que j'avais plus de temps pour elle. Là elle s'est rendue compte. Mais elle a été hyper... c'est une enfant facile, hein, Juliette, c'est une enfant très facile. Elle a été... je dirais pas dans la compréhension, mais en tout cas, elle a été hyper aidante, elle est devenue autonome hyper vite. Là, je pense qu'elle a compris que c'était plus le moment de faire le bébé, quoi. Il fallait grandir très très vite. Et en fait, nous, on n'a pas constaté qu'elle pouvait potentiellement souffrir. Qu'elle pouvait potentiellement souffrir de la situation. Par contre, ce qu'on a constaté, et j'ai découvert après que c'était signe d'un grand traumatisme, c'est que pendant 1 an, elle a arrêté de grandir et elle a arrêté de grossir. Et du coup, même encore maintenant, tu vois, ses sœurs la rattrapent. Vraiment, elle est pas en dessous des courbes, mais elle est très basse dans les courbes, et ça reste une petite fille qui clairement a perdu 1 an de croissance, quoi.
À cause, tu penses, de l'arrivée des triplettes? En tout cas, c'est concomitant. Pour moi, c'est vraiment elle est passée de petite reine, parce que c'était vraiment ça. C'était la première enfant de la famille. Elle était toute seule pendant 2 ans et demi. Elle a eu un cousin en même temps, donc elle a eu même 2 cousins en même temps. Donc du coup, elle s'est retrouvée noyée dans la masse, quoi. C'est à 2 ans et demi, je pense que c'est difficile de le comprendre. Alors toi, quand tes triplettes arrivent à la maison, ça se passe comment, le postpartum? Alors là, c'est très... en fait, je parle beaucoup des enfants parce que moi, je pense qu'à ce moment-là, que ce soit Aude ou que ce soit moi, on s'est complètement oubliés. On n'a pas eu le choix puisque 3 bébés, 3 biberons, 1 biberon par heure, change de couche, tout ça. Concrètement, tu fais que ça. Un biberon toutes les heures, changement de couche, voilà. La nuit, on s'est organisé en faisant des quarts. Ce qui était très angoissant, en fait, c'est qu'on passe d'une unité de néonates où elles sont scopées, donc où tu as des bips, des machines qui te disent si elles vont bien ou si elles vont pas bien. Et du jour au lendemain, on te sort et on te dit « Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Au revoir. » Ok, tu te retrouves dans la maison avec 3 bébés. Tu sais pas si vraiment elles vont bien. T'as plus les bips, t'as plus rien qui te rassure, en fait. Parce que finalement, ces bips, même s'ils sont angoissants, ils sont rassurants. Tu sais que s'il se passe un truc, tu vas être alerté. Et ça a été un peu ouais. Moi, j'ai vraiment ressenti cette angoisse de me retrouver tout d'un coup toute seule avec elle. En plus, ils nous les ont sortis à un moment où Aude était en déplacement, donc je me suis retrouvée avec elle pendant 2 jours et 1 nuit, honnêtement, ce qui m'a paru démentiel, puisque j'ai tout fait toute seule pendant 48 heures. Et du coup, tu penses pas à toi, quoi. Tu penses pas à toi. Est-ce qu'on a des aides de l'État, je sais pas, de la région, peu importe, quand on a des triplets? Alors, pas spécifiquement quand on a des multiples, ou alors il faut vraiment creuser. Donc moi, je m'étais rendue, c'était une des premières choses que j'avais fait quand je suis tombée enceinte. Quand j'ai su que j'attendais des triplés, je suis allée à la CAF. J'ai pris rendez-vous à la CAF et je leur ai dit, bonjour, excusez-moi, je viens vous voir parce que j'aimerais savoir à quelles aides je vais avoir droit. Et là, je ne te mens pas, la nana me répond, Madame, on ne fait pas des enfants pour avoir des aides. Et je l'ai regardée. J'ai même pas su quoi dire et je lui ai dit mais j'ai pas choisi d'avoir des triplés. Je me demande juste quelles sont les aides spécifiques aux multiples. Et en gros elle m'a dit il y a rien, il y a pas d'aide pour les multiples. Donc le fait est qu'avec 4 enfants du coup t'as les allocations familiales pour 4 et après j'ai été à la PMI pour voir ce à quoi je pouvais avoir droit et surtout je me suis fait accompagner par une association qui s'appelle Jumeaux et Plus. Qui m'a dit vous pouvez avoir droit à ça. Oui, c'est ça, parce qu'en fait ma question c'est pas financier, c'est plus de l'aide physique. Oui, c'est ça. Auquel je pense. Et en fait, en physique, concrètement, tu as le droit à ce qu'on appelle la TISF, donc c'est une travailleure indépendante sociale et je sais plus quoi. Bref, la TISF. Donc c'est une association qui mandate quelqu'un qui vient travailler, qui vient chez toi. Donc c'est un droit à un certain nombre d'heures. Bon, tu la payes quand même, mais par contre. En fait, les coûts dépendent de tes revenus. Honnêtement, je crois que quand on avait été les voir, ils nous avaient fait un devis et on était à 12 € de l'heure. Un truc incroyable. J'étais là, non mais dans ce cas-là, je prends une babysitter, ça me coûte la même chose, quoi. Et il m'avait dit oui, mais vos revenus sont trop élevés pour avoir droit à un tarif plus avantageux. Je les ai regardés. À l'époque, j'étais indépendante. Je gagnais très peu ma vie. Aude avait un poste qui était en transition de poste, donc on était sur la corde raide tout le temps. Je me suis dit mais combien il faut gagner en gros pour arriver à avoir un tarif qui nous permette de nous faire aider. Et ils m'ont dit non mais si vous faites un dossier, peut-être qu'on peut revoir le tarif à la baisse. Et ils avaient réussi à revoir le tarif à la baisse. On était passé à 4,80 €, quelque chose comme ça, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. Ouais, divise par 3. Voilà. Par contre c'est lié, ils te donnent un volume d'heures auquel tu as le droit. Donc je crois que moi c'était 16 heures ou 20 heures. Et donc, ils te disent, par contre, tu es obligé de passer par telle association qui t'envoie une personne qui sera la même jusqu'au bout. Donc, ils m'ont envoyé une personne qui a changé à chaque fois et même qui n'est pas venue certaines fois, alors que le peu d'heures auxquelles j'avais le droit, je m'en servais pour les rendez-vous médicaux pour moi, où je ne pouvais pas emmener les filles, c'était compliqué. Du coup, je crois que j'ai même pas été au bout de mes heures parce que soit ils venaient pas, soit quand ils venaient, ils m'envoyaient des gens, j'avais pas confiance, donc j'avais pas du tout envie de laisser les enfants avec. Donc finalement, voilà, c'est la seule chose à laquelle on a eu droit. Après, on nous a dit essayez de prendre quelqu'un pour vous faire les nuits de temps en temps.
renseignez-vous auprès des écoles d'infirmières ou des écoles de sages-femmes, il y en a beaucoup qui le font. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et pour te donner une idée, du coup, on n'a pas ouvert de liste de naissance. On a ouvert une cagnotte pour se payer des heures de nuit. Sauf que les filles sont nées en mai, qu'elles sont sorties en juin et que tout le monde était en stage entre juin et septembre. Donc finalement, on s'est pas fait aider les nuits. On n'a pas trouvé de monde pour le faire. Vous avez survécu. Voilà. On a survécu, mais encore la semaine dernière, on se disait, mais avec le recul, mais jamais on serait capable de refaire ça. Jamais. Et rien que pour ça, tu vois, jamais je retente une grossesse parce que si je me retrouve avec à nouveau des triplés, c'est inenvisageable. Je ne sais pas comment on a survécu. Le fait est qu'on y est arrivé et qu'aujourd'hui, ça se passe très très bien. Et c'est là que tu te rends compte de la puissance du corps humain, quoi. Et tu t'arrêtes de travailler combien de temps ? Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais indépendante. Donc ça a été une autre partie de non-plaisir. Donc au RSI, donc quand tu es indépendant en France, tu as très peu de congés maternité, voire tu n'en as pas. Ça va changer, mais oui. Mais à l'époque, à ton époque, c'est sûr que non. Donc du coup, je me suis arrêtée. Alors j'ai été forcément arrêtée du moment où j'ai manqué de perdre mes enfants. Donc c'était 21 semaines jusqu'à leur naissance. Et après, j'avais droit à 3 périodes de 15 jours. Donc j'avais droit j'avais 3 périodes de 15 jours puisque c'est par feuillet, c'est le truc archaïque au possible, et j'avais droit à 15 jours supplémentaires parce qu'elles étaient prématurées et 15 jours supplémentaires parce qu'elles étaient multiples. Donc du coup ça faisait, donc je me suis arrêtée 2 mois et demi après mon terme, c'était après le terme, c'était après la date d'accouchement, pardon. En gros, j'ai prolongé. J'ai dit à mon associé, à l'époque j'avais une associée, je lui ai dit écoute, je vais prendre un mois de plus parce que je peux pas reprendre comme ça, c'est pas possible, mais à mes frais. Donc j'ai pas été payée pendant un mois et en fait, pour te donner un ordre d'idée du truc, le RSI m'a réclamé les 15 jours auxquels j'avais droit, donc il a fallu que je leur rembourse. Ils m'ont demandé de leur rembourser les 15 jours auxquels j'avais droit pour les multiples, parce qu'ils m'ont dit que ce n'était pas cumulable avec la prématurité. Et j'étais là, non mais multiples et prématurité, ça va ensemble. Donc, c'était juste du grand n'importe quoi. Ça a été très très angoissant. Ça, vraiment, le côté accompagnement quand tu es indépendant dans la grossesse, c'est hyper angoissant, sachant qu'au départ il m'avait quand même dit que j'avais pas droit d'être suivie sur ma grossesse, donc concrètement c'était tout pour moi, parce qu'ils avaient changé à ce moment-là une loi qui disait que finalement c'était plus sur le chiffre d'affaires qu'il fallait que je déclare, c'était plus mon chiffre d'affaires qu'il fallait que je déclare, mais je sais plus ce que c'était, mais concrètement je rentrais pas dans les cases, quoi. C'était bon, c'était angoissant. Une fois que tu reprends le travail, il faut faire garder les filles, les triplettes. Ouais. Ça aussi, j'imagine, c'est pas simple ? Pas simple. Alors, comme pour tout parent, que ce soit enfant unique ou multiple, on avait la possibilité, on a fait des demandes en crèche. Bien évidemment, c'est très compliqué à Bordeaux d'obtenir une place en crèche, voire 3. Voilà, donc là, c'était 3, donc c'était encore plus compliqué. Alors bon, évidemment, on rentrait dans toutes les cases de priorité. On avait déjà un enfant qui était en bas âge, puisqu'elle avait moins de 3 ans, qui était sur Bordeaux. On habitait Bordeaux, on travaillait à Bordeaux. Il y avait tout un système de grilles dans lequel on rentrait. Et il s'avère que malgré le fait qu'on rentrait dans toutes les cases, on n'aurait pas dû avoir de place. Et j'avais appelé les 3 crèches dans lesquelles j'avais fait mes demandes, puisqu'on a le droit qu'à 3, il faut donner des préférences. Et j'avais expliqué ma situation, je m'étais déplacée, je m'étais présentée, j'avais rappelé, donc je m'étais fait connaître. Et puis bon, ça reste, on reste dans les mémoires avec une grossesse multiple. Et le directeur de notre crèche a forcé pour nous prendre, pour que les filles aient une place, parce que en fait, la difficulté avec des triplés, c'est que tu peux pas les mettre chez une nounou, puisque pour un agrément de 3 enfants, il faut forcément qu'il y en ait un qui marche. Je me voyais mal apprendre à une de mes filles à marcher pour pouvoir les faire garder. Donc, du coup, en gros, il fallait que je m'arrête de travailler. Et lui, il avait notion de ça, donc il a vraiment forcé. Et finalement, j'ai su, juste avant leur naissance, je crois qu'on avait une place dans une crèche sur Bordeaux pour les 3. Et ça a été un gros soulagement, parce que vraiment, je m'apprêtais à me dire que j'allais arrêter de travailler. Et ça aurait duré un petit moment, puisque
concrètement, j'aurais jamais trouvé à les faire garder à 3 sur Bordeaux jusqu'à l'école. Et il faut savoir par contre qu'il y a un point que l'association Jumeaux et Plus a vraiment, sur lequel l'association a vraiment poussé, c'est le congé parental pour les parents de multiples. On a droit à un congé parental jusqu'aux 6 ans des enfants. Mais bon, pour moi, c'était juste hors de question. Enfin, je suis maman, certes, mais je suis une femme active et j'ai besoin de m'épanouir dans mon métier. Donc du coup, c'était vraiment inenvisageable. J'aurais été une très mauvaise maman à la maison. Voilà. T'en gardes quel souvenir de cette période qu'on a plus ou moins de toutes quand on vient d'accoucher, qui est un peu un brouillard ou une bulle, j'en sais rien. Avec 3 enfants du même âge, est-ce que tu as pu apprécier ces moments-là ? Alors pas du tout. Et ça a été un autre revers de la médaille. C'est que du coup, en fait, tout ce que tu as, enfin tu vois, tous les moments qui compensent les difficultés que tu peux avoir suite à la naissance d'un enfant, donc ces moments de câlin, de plénitude, de fusion avec ton enfant, ben, quand tu as des triplés, tu oublies. Tu n'as aucun moment de câlin, aucun moment de plénitude, c'est mécanique. Tu les nourris, tu les changes, tu les couches, tu les nourris, tu les changes, tu les couches. Tu n'as pas le temps de faire un câlin avec une, ou alors tu fais un câlin en même temps que tu donnes un biberon à une autre. Et c'est ce qui, moi, m'a vraiment coûté, parce que je trouvais que je leur donnais pas du tout la même chance que j'avais pu donner à Juliette. Et je me sentais tellement une mauvaise mère de ne pas arriver à gérer. Et pour moi, il fallait vraiment... Enfin, c'est bête, mais... j'étais persuadée que l'équilibre était très important dans tout ce que j'apportais. Donc, je m'attachais vraiment à donner exactement le même temps à chacune, exactement les mêmes câlins. Enfin, tu vois, je calculais tout. Et j'en avais qui étaient beaucoup plus demandeuses que d'autres. Et pour autant, je les posais, je comprenais pas. Et je voyais qu'elles avaient plus besoin. Mais je me disais, c'est pas juste. C'est pas juste de te donner plus à toi. C'est un bébé de 3 semaines, quoi. Mais bon, bref. De te donner plus à toi qu'à ton autre sœur, qui, elle, certes, semble avoir moins besoin, mais elle en a aussi besoin, en fait. Et du coup, j'ai peut-être mis 2 ou 3 mois à comprendre que... Ou peut-être même 6, je te dirais. Enfin, je me souviens plus. À ce moment-là, en fait... la notion du temps, tu la perds, à comprendre qu'en fait, il faut donner à chacun de tes enfants ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et que si tu donnes pas à l'une à ce moment-là, elle en aura sûrement besoin plus tard et c'est elle qui sera prioritaire. Ça m'a pris vraiment du temps et ça m'a coûté. Ça m'a énormément coûté. Mais maintenant, je me rends compte que j'en ai qui sont plus indépendantes que d'autres. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est que si j'en avais qui étaient plus demandeuses, c'est parce qu'elles avaient un problème de santé qui n'avait pas été détecté, donc qui est du reflux. On a failli perdre Apolline d'une fausse route de nuit. On s'est pas rendu compte qu'elle avait, elle a vomi. En vomissant, en fait, elle a vomi dans ses poumons. Alors, pas des grosses quantités, mais suffisamment pour que je retrouve un bébé complètement arqué dans son lit et qu'elle ait du mal à reprendre sa respiration. Concrètement, elle a respiré correctement en arrivant au CHU et elle a recraché ce qu'elle avait dans les poumons. L'équivalent d'une demi-cuillère à café, c'est énorme. Enfin, pour nous, on s'étouffe avec une micro-gouttelette, donc c'était juste énorme. Et c'était pour ça qu'elle était très demandeuse, c'était à cause de ce reflux. Elle avait besoin d'être toujours positionnée en verticale, toujours au chaud et toujours dans une position vraiment... c'était vraiment... je l'avais en écharpe tout le temps. Il s'avère que sa sœur vraie jumelle, puisque j'ai 2 vraies jumelles et un modèle unique dans les 3... avait exactement le même problème et nous a fait la même chose 15 jours après, sauf que là je savais ce que c'était, donc du coup j'étais un peu moins stressée, mais du coup c'est vrai que ces 2 petites filles étaient très demandeuses et que la dernière, donc Camille, ne l'était pas du tout, et au bout de 6 mois clairement Camille elle a fait sa place, et c'est là où j'ai compris en fait, c'est qu'elle n'avait pas besoin avant, mais au bout de 6 mois elle a fait sa place à corps et à cri, c'est vraiment le terme. Et là où on pensait qu'elle serait la médiatrice de tout le monde, c'est clairement une enfant qui a bien compris que pendant 6 mois, elle avait laissé faire, mais que maintenant, elle avait sa place et toute sa place à prendre, quoi. Est-ce que sur un suivi en postpartum de triplette, tu es suivie, toi, par des psychologues, par des aides pour la petite enfance, pour justement essayer de naviguer à travers ça, ou tu dois te tourner seulement vers l'association ? Alors, non. Alors, je t'avoue que l'association, je l'ai finalement assez vite lâchée parce que j'avais pas le temps. Suivi psy, je pense que si j'en avais fait la demande, j'aurais pu l'avoir, mais j'avais pas le temps, clairement. Et puis bon, finalement,
on le vivait très bien. Enfin, tu vois, c'était dur, oui, mais psychologiquement, on le savait. Et puis, enfin voilà, on n'avait pas. Pour nous, la grosse difficulté, ça a été la réduction. Et après, pour la PMI, alors, tu vas me trouver bête, mais c'est vraiment comme pour toute cette histoire liée à l'adoption. J'ai toujours eu très peur que les professionnels de santé des PMI nous jugent et puissent potentiellement nous retirer nos enfants. J'avais vraiment très peur de ça, et donc du coup, je m'en suis servie le moins possible. C'est très bête, hein, mais surtout que je pense pas que ce soit leur rôle, mais je sais qu'ils ont un rôle d'alerte en cas de soupçon de maltraitance ou du fait que les enfants pourraient être mal dans les familles. Et je pensais que notre famille pouvait, de par sa composition, être amenée à être jugée. Et donc du coup, j'ai préféré ne pas me faire accompagner de la PMI. Les triplettes, elles sont adoptées quand ? C'est plus rapide, j'imagine, que pour Juliette. C'est censé être plus rapide puisque tout est fait, tout est voté, voilà. Sauf que nous, on n'avait pas le temps, encore une fois. Donc on a mis 2 ans à faire le dossier et à les faire adopter. Mais c'est pareil, ça nous paraissait plus du tout être une urgence. Déjà parce que on se doutait que vu que Juliette était déjà adoptée, s'il y avait quelque chose qui se passait, forcément Aude aurait la garde des filles. Et puis, je sais pas, c'est vrai qu'on s'était dit, dès que maintenant qu'on peut le faire tout de suite, on va le faire tout de suite. Alors on peut pas le faire tout de suite, comme je dis, parce qu'en fait, il y a un délai de 6 mois à attendre entre la naissance de l'enfant et le début du process d'adoption. Déjà parce qu'il faut que tu puisses apporter des témoignages et que pour ça, il faut que l'enfant soit vivant. Enfin, né, je veux dire, pardon, c'est maladroit. Et en plus parce que le temps de constituer tout le dossier, les délais de rétractation sur le document du notaire, l'accord d'adoption. Voilà, tout ça, ça prend du temps. Et il s'avère qu'à Bordeaux, les tribunaux sont engorgés. Donc là, on a déposé un dossier en mars 2017. Je crois que c'était ça, mars 2017. Et on a dû attendre je crois qu'elles sont passées en audience au 15 septembre 2017. Donc ça fait plus de 6 mois, ce qui finalement, nous, ça nous a paru long, mais c'est pas si long que ça. Et par contre, point positif, on n'a pas eu besoin de repasser en audience. Ils nous ont dit, non, là on est dans le cadre d'une famille qui est déjà construite. Ils nous avaient donné un avis favorable avant même que ça passe en audience, on savait que ça allait passer, quoi. J'ai une dernière question concernant ton aventure et cette belle et grande famille. Tes filles ont maintenant 7 et 4 ans à peu près, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu as l'impression que vous êtes sortis de la période difficile de la gestion de 4 et des triplettes, ou vous êtes encore dedans ? Non, justement, on est vraiment sortis. Et pour moi, tu vois, c'était un 4e trimestre qui a été très très long, hein, mais clairement, les filles ont fait leur nuit à 27 mois. 27 mois où tu as des réveils multiples parce qu'il y en a toujours une qui se réveille et que tu en as 3 qui se réveillent. Voilà. Ça a été très dur, honnêtement, ça a été très dur. Tu vois, j'avais vraiment des envies de bienveillance dans l'éducation de mes enfants, d'éducation positive. Voilà. Mais non, en fait, tu survis. Tu te poses même pas la question. Il y a des moments où tu te lèves en mode débile, comme je dis. Tu t'arrives, tu vois qu'il manque une tétine, tu lui mets dans la bouche. Si c'est pas ça, mais tu t'en arrives des fois à lui hurler dessus parce que tu veux juste dormir. En fait, c'est très compliqué. Et donc du coup, 27 mois, voilà. Après, tu as encore des maladies infantiles pendant toute la première année d'école. Honnêtement, là, on en est sorti. On souffle. Cette 2e année d'école nous fait énormément de bien. Elles se sont énormément autonomisées et puis on leur a pas laissé le choix. Depuis qu'elles sont à l'école, elles s'habillent toutes seules. C'était non négociable. On n'a pas le temps tous les matins d'enfiler 4 collants, 4 jupes, 4 manteaux, 4. C'est pas possible. Donc tout le monde s'habille tout seul depuis 1 an, et près d'1 an. Et même si il faut qu'on leur répète 25 fois de mettre leurs chaussettes, on ne le fera pas jusqu'à ce qu'elles le fassent toutes seules, parce que si on lâche, on se tire une balle dans le pied, c'est pas possible. Et du coup, on constate que ça a payé. Ça paye. Aujourd'hui, elles sont très autonomes, on sort de la période difficile. Elles sont aussi un peu moins bruyantes, parce que mine de rien, ça fait beaucoup de bruit des triplés. Elles restent bruyantes quand même, parce que c'est des enfants pleines de vie, voilà. Mais on n'a plus autant de cris, on n'a plus autant de
de larmes pour rien. Et puis en plus, on a la chance d'avoir 4 enfants qui s'entendent extrêmement bien et d'avoir très peu de disputes pour des jouets, pour même pour moi ou pour Aude, enfin tu vois, pour l'attention. On n'a pas, voilà, en fait, elles s'autogèrent. C'est vraiment ça. À L4, elles ont fait un petit microcosme, mais elles s'autogèrent plutôt bien. On intervient bien sûr, mais ça fonctionne bien comme ça. Et là maintenant, c'est fun. C'est fun. Vraiment, c'est fun. Là, on prend des vacances, on joue à des jeux de société. Enfin voilà, là, on a vraiment tous les avantages d'une famille nombreuse, enfin tous les points positifs d'une famille nombreuse. Et bon, c'est encore ma dernière question. Est-ce que tu as eu des familles qui ont eu des triplés derrière vous, qui t'ont contacté, parce que tu as un compte Instagram où tu en parles un peu. Est-ce que derrière, il y a eu des demandes de comment vous avez fait ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, j'ai des gens qui m'ont contacté parce qu'ils attendaient des triplés et qu'ils étaient perdus. Et c'est vraiment pour ça que j'avais ouvert ma page, notamment mon compte Instagram et mon blog à l'époque, bon, qui ne fonctionne plus, mais parce que nous, on avait été perdus, mais tellement perdus à pas avoir de témoignages, à avoir que les témoignages des professionnels de santé finalement, qui étaient assez angoissants. Donc je me suis toujours dit, je resterai hyper disponible pour ces personnes-là qui se retrouvent dans la même situation que nous et pour pouvoir les aider au maximum. Et aussi, je suis pas mal contactée pour toutes les procédures d'adoption dans le cadre de notre type de famille homoparentale. Voilà. T'es devenue une experte. Par la force des choses. Aujourd'hui, c'est bon, les filles sont adoptées, tout le monde est adopté. Vous êtes la même famille, voilà, officiellement. Officiellement, on a toutes le même nom de famille. Voilà, là, on est au bout des aventures, on va dire. Maintenant, on va vivre normalement. Ou peut-être un 5e. Tout dépendra de Aude. Merci beaucoup, Constance. Je t'en prie. Merci à toi. C'était très intéressant et j'espère que ça aidera des familles à se dépatouiller et à pouvoir aborder ça un peu plus sereinement. Oui, je l'espère aussi. À bientôt. À bientôt. C'était Constance, maman de triplettes et fondatrice du podcast Les enfants vont bien. Je suis Clémentine Sarlat, la fondatrice de ce podcast. Et si vous avez aimé cet épisode ou ce podcast en général, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à nous taguer ou surtout à mettre 5 étoiles, à vous abonner et à partager. À la semaine prochaine pour fêter les 1 an du podcast.